Bonjour, bienvenue dans la chaîne des investisseurs des entrepreneurs SAG Investissement. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'entreprise Spécial Auto ou Garage. Spécial Auto Garage est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution et la maintenance. Pour ce soir, on ne peut pas faire l'économie sans le financement. Vous savez que l'économie mondiale est aujourd'hui dirigée ou accompagnée par l'industrie financière. Nous allons voir toutes les grandes places financières du monde. On commence par les États-Unis, la France, Londres et toutes les places financières qui contribuent à l'industrie financière et l'épanouissement de l'économie mondiale. Parce que l'économie, vous savez, il faut la financer. Mais pour la financer, il faut avoir des institutions de finances publiques qui permettent même l'investissement public et l'investissement privé. Quant à la chaîne SAG Investissement, vous savez bien que c'est une chaîne qui tourne autour de l'entreprise, de l'économie et de l'investissement. C'est pour cela le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important parce qu'une économie sans financement n'existe pas. Il faut le financer. Même au niveau des États, vous savez que les États ont des grandes institutions du monde qu'on appelle la Banque mondiale et l'FMI. Au niveau des institutions économiques privées qu'on appelle les entreprises, nous avons par exemple les entreprises qui sont cotées en bourse, nous avons les entreprises qui sont financées par le banque commerciale, nous avons les entreprises qui sont financées par le banque de développement et le banque d'investissement. Vous voyez, et les grandes places financières, même en Afrique, en ce moment, la plupart des États africains, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Kenya et la RDC ont compris qu'il faut avoir des institutions ou les centres financiers qui peut permettre à l'économie d'un pays d'avancer. Suivez les reportages de tous les grands centres financiers et du monde. Depuis le Brexit, l'avenir de l'économie britannique dépend plus que jamais des quartiers financiers de Londres. Les prévisions tablaient sur un exode des employés de la City après le Brexit. Cependant, les projections les plus pessimistes prévoyant la perte de plus de 250 000 emplois ne se sont pas concrétisées. Les relocalisations de personnel s'élèveraient à environ 7 000 personnes. Ce qui a changé radicalement, c'est la place des villes européennes, devenues plus compétitives que Londres. Une chose est sûre, les effets du Brexit sur les finances en Europe sont loin d'être terminés. Chaque matin, l'équivalent de la ville de Reims débarque à La Défense pour y effectuer sa journée de travail. Avec près de 3,8 millions de mètres carrés de bureaux, 61 tours de plus de 100 mètres de hauteur et près de 500 grandes entreprises qui y sont implantées, La Défense est aujourd'hui le quartier d'affaires phare de la capitale française et le plus grand d'Europe en termes de superficie. Le quartier d'affaires n'a pas non plus à rougir sur la scène internationale, puisqu'il est à ce jour le 4e centre d'affaires le plus attractif au monde, derrière Londres, New York et Tokyo. On y retrouve les sièges sociaux des plus grandes entreprises multinationales, des écoles réputées, et même le plus grand centre commercial d'Europe, avec une attractivité record de 42 millions de visiteurs par an. Mais La Défense n'a pas toujours été ce quartier dynamique et attractif que l'on connaît de nos jours. Avant de devenir le quartier moderne et florissant que nous connaissons tous, La Défense n'était autrefois qu'une simple avenue menant vers Paris. Avenue que l'on appelle aujourd'hui la Voie Royale, ou plus communément l'axe historique de Paris. Dès le Moyen-Âge, les rois de France avaient coutume de quitter leur demeure royale du Louvre pour aller chasser en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Pour ce faire, ils empruntaient un chemin en ligne droite qu'on appelait chemin de la Chaussée et traversaient la Seine par un bac. Jusqu'au malheureux incident du vendredi 9 juin 1606, où le bac transportant le carrosse du roi Henri IV et de la reine Marie de Médicis se renversa brusquement dans la Seine. À la suite de cet événement, la construction d'un pont en bois fut entreprise pour relier les deux rives sans danger et plus rapidement. C'est ainsi que le premier pont de Neuilly fut construit. Un peu plus tard, sous le règne de Louis XIV, et guidé par l'esprit de la Renaissance et la recherche de la perspective,
Le premier ministre du roi, Colbert, le convaincra d'aménager le jardin des Tuileries. C'est alors qu'André Le Nôtre, l'éminent jardinier du roi Soleil, imposa son style du jardin à la française et entreprit d'ouvrir le mur qui limitait le jardin des Tuileries vers l'ouest, marquant ainsi le point de départ de l'axe royal et de l'avenue des Champs-Élysées, jusqu'alors appelée Grand Cours. La recherche de perspective aboutira plus tard, en 1768, à prolonger l'avenue jusqu'au sommet de la butte de Chantecoq, l'emplacement futur du quartier d'affaires. Après la fin de la guerre de 1870 contre la Prusse, le Conseil général de la Seine décide d'organiser un concours pour ériger une sculpture devant symboliser la gloire des soldats et des civils qui avaient défendu la ville durant le siège de Paris. Inaugurée le 12 août 1883 devant une foule immense de 100 000 personnes, la statue de Louis-Ernest Barrias, baptisée La Défense de Paris, donnera ensuite son nom au quartier. On la retrouve d'ailleurs aujourd'hui, juste en face de la tour Cœur Défense. Entre-temps, la ville est marquée par la révolution industrielle et Paris va se développer de plus en plus vers l'ouest, jusqu'à s'étendre sur le territoire de la Défense au début du XXe siècle. Les prairies et les fermes céderont peu à peu leur place aux usines et autres manufactures. L'avenue de la Défense sera quant à elle préservée des industries par la présence de nombreuses brasseries, guinguettes et ateliers d'artistes. Face à l'afflux de population, qui ne cesse de s'accroître, les transports en commun se développent, et une première ligne de tramway, reliant la Défense à la place de l'Étoile, sera construite. Pour la petite anecdote, sachez que la locomotive à vapeur nécessitait à chaque station de porter l'eau à une température de 200 degrés avant de pouvoir repartir. C'est d'ailleurs ce qui lui aura valu le surnom populaire de bouillotte. Dans les années 1920, l'idée de faire de la Défense un nouveau quartier où se développeraient de grands ensembles d'affaires émerge et plusieurs projets d'aménagement seront présentés. Parmi eux, on remarquera celui de 1922, imaginé par Auguste Perret, appelé Maison Tour et devant aligner un pont de gratte-ciel d'une hauteur de 200 mètres. 4 ans plus tard, en 1926, Le Corbusier faisait une proposition qui préconfigurait déjà l'apparence du quartier actuel avec une stricte séparation des flux de voitures et de piétons. Mais aucun de ces projets n'ont réussi à convaincre les autorités, et il faudra attendre la fin des années 50 pour que l'ambition de transformer radicalement le quartier se concrétise. En 1958, le Centre des Nouvelles Industries et Techniques, le CNIT, est inauguré et l'EPAD est créé. Non, pas celui-là. L'établissement public d'aménagement de la Défense, créé pour construire, gérer et animer le futur quartier qui se dessinera selon les principes du mouvement moderne. On y trouvera des bureaux, environ 800 000 m² de bureaux qui seront répartis dans ces tours, chacune de ces tours ayant une centaine de mètres de hauteur, et des jardins qui, vous le savez, ne sont pas traversés par les voitures puisque toute la circulation se fait en dessous, donc pas de bruit, pas de danger et pas d'odeur, pas de gaz de voiture. L'organisation de l'espace repose alors sur une stricte séparation des flux. Ainsi, la dalle orientée selon l'axe historique sert à la circulation des piétons et véhicules de secours, et les transports en commun se situent sous la dalle au même titre que les automobiles. En 1963, la compagnie Esso est la première à s'installer à la Défense, rassemblant plus de 1500 de ses employés dans un immeuble de 12 étages au confort optimal pour l'époque. On y retrouve par exemple l'un des tout premiers self-service et même une salle de cinéma. Ces nouveaux flux quotidiens de travailleurs, qu'on appelle communément en géographie les migrations pendulaires, vont très vite amener à la nécessité de créer une ligne de RER pour desservir rapidement le quartier d'affaires depuis Paris. Le 19 janvier 1970, la gare SNCF est inaugurée à ciel ouvert et sera entièrement recouverte par la dalle en 1976. Les premières rames fileront à une vitesse de plus de 100 km/h sous l'axe historique, reliant ainsi le quartier à la place de l'Étoile en seulement 4 minutes. En revanche, pour le métro, il faudra attendre le 1er avril 1992 pour que la ligne 1 se prolonge du pont de Neuilly jusqu'à la Défense. Le projet ayant tardé à se concrétiser, un entrepreneur spécialisé dans les transports de skieurs
était même allé jusqu'à proposer de construire un télécabine pour relier le haut de la Défense au pont de Neuilly. Quelle drôle d'idée! Concernant les gratte-ciel de la Défense, la première génération voit le jour dès les années 60 et les tours suivent un modèle initial de 42 mètres sur 24 à leur base pour une hauteur plafonnée à 100 mètres. La première à sortir de terre sera la tour Nobel, inaugurée en 1966, aujourd'hui rebaptisée tour initiale, bientôt suivie des tours Aurore, Europe et Crédit Lyonnais. Mais dès les années 60, des projets beaucoup plus ambitieux sont proposés, comme la tour Pollack en 1962, une tour de radiodiffusion gigantesque de 750 mètres qui devait accueillir un restaurant d'altitude à 600 mètres de hauteur. Elle aurait dû être située à la place actuelle de la Grande Arche, mais ne verra jamais le jour à cause de son coût élevé et de son intérêt discutable. En 1969, le plafond des hauteurs est rehaussé par l'EHPAD et permet de construire des tours de 200 mètres pour créer 2 fois plus d'espace de bureaux sur une même surface. C'est donc dans les années 70 que les tours de deuxième génération vont voir le jour, ainsi que les premières tours de logement, comme la Tour Défense 2000, plus haute tour d'habitation de France, avec ses 134 mètres. Parmi les tours de bureaux qui ont marqué cette génération, on remarquera la tour Gann, inaugurée en 1974 et marquant l'entrée du quartier d'affaires du haut de ses 180 mètres, et qui n'avait pas manqué de susciter la colère de la presse et des Parisiens, qui la jugeaient beaucoup trop visible depuis la capitale. Il y avait également la tour monolithique Fiat, inaugurée la même année, et aujourd'hui connue sous le nom de tour Areva. Mais le choc pétrolier de 1973 aura raison du marché immobilier et laissera inoccupés des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux pendant plusieurs années. C'est dans les années 80 que les chantiers reprendront de plus belle, donnant vie aux tours de troisième génération, plus lumineuses, confortables et économiques, comme la tour Elf, construite en 1985, aujourd'hui sous l'étiquette du groupe Total. Les années 80 marquent aussi le début du concours Tête Défense, ayant pour but de créer un monument fort pour clore l'axe historique, et qui amènera en 1989 à l'inauguration de l'Arche de la Défense, conçue par l'architecte danois Johan Otto von Spreckelsen, malheureusement décédé 2 ans avant l'inauguration de son œuvre. Pour l'anecdote, sachez que le vide du monument moderne pourrait abriter en son sein un bâtiment grand comme la cathédrale Notre-Dame de Paris. Enfin, la construction de la Grande Arche marque aussi l'entrée des tours de 4e génération, beaucoup plus lumineuses, avec des surfaces entièrement vitrées et des bureaux plus spacieux, mais aussi plus économes en énergie. Les tours jumelles Chassagne et Alicante, construites par la Société Générale en 1995, ou la tour Cœur Défense, font partie par exemple de cette génération. Mais cette période connaît également ses projets ambitieux. La tour sans fin de Jean Nouvel, construite intégralement en béton et qui aurait dû culminer à 425 mètres pour faire partie des plus hauts gratte-ciel du monde de l'époque. Mais le projet sera une fois de plus avorté pour des raisons financières. Au début des années 2000, la place commence à manquer à la Défense, et les promoteurs prennent d'assaut des emplacements étroits, souvent en bordure du boulevard circulaire, comme l'illustrent les tours CBX et Exaltis. Pour maintenir l'attractivité du quartier, Nicolas Sarkozy, alors président de l'EHPAD en 2006, va impulser un plan de renouveau du quartier d'affaires, avec comme emblème 2 gratte-ciel de 300 mètres, la tour phare et la tour signal de Jean Nouvel. La première sera sans cesse repoussée par des recours collectifs, et la seconde sera vite avortée par l'opposition véhémente de la maire de Puteaux, et, une fois n'est pas coutume pour Jean Nouvel, pour des raisons financières. En effet, la crise financière de 2008 provoquera la faillite des 2 investisseurs de la tour Signal, contraignant une fois de plus Jean Nouvel à enterrer son projet. 3 ans plus tard, la rénovation de la tour AXA se termine et devient la tour First, passant de 159 à 231 mètres. Elle devient ainsi la plus haute tour de France, détrônant de quelques mètres la tour Montparnasse. La restructuration et la modernisation du quartier de la Défense se poursuit, et les projets de construction ne cessent de se multiplier. On voit par exemple apparaître de superbes réalisations depuis 2014, comme la tour Majunga, Alto, Saint-Gobain, Carpe Diem, et surtout ma préférée, qui rappelle fortement le Gherkin de Londres, la tour des Deux.
Mais il y a également de très beaux projets en cours, de plus de 200 mètres de hauteur, comme la tour Éclat de Jean Nouvel, en passe d'être achevée cette année, ou la tour de Link, futur siège social du groupe Total. Prévue pour 2025, et qui sera la plus haute tour du pays, avec ses 242 mètres. Le chantier a d'ailleurs débuté récemment. Il y a également les Tours Sisters et la tour des Jardins de l'Arche, qui sont prévues pour 2025. Enfin, le dernier projet en date à avoir gagné son permis de construire est le complexe Odyssée, un ensemble imposant de 3 gratte-ciel situé derrière la tour First et qui verra le jour en 2026. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ces nouvelles tours, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les nouveaux gratte-ciel prévus pour la Défense d'ici 2025. Je vous la mets en fiche juste en haut. Au regard de l'histoire du quartier, on voit qu'à plusieurs reprises, les projets les plus ambitieux pour la Défense ont toujours été avortés. Souvent pour des raisons financières, mais aussi politiques, car il est vrai qu'en France, l'opinion publique est majoritairement défavorable aux immeubles de grande hauteur. Il n'y a qu'à voir comment ces projets ont été accueillis et comment ils animent encore des débats passionnés au sein de la population. Mais les gratte-ciel sont totalement légitimés à la Défense, pour des raisons utilitaires et aussi car leur rassemblement en dehors des murs de Paris permet de préserver le patrimoine historique et l'identité haussmannienne de la ville. Contrairement à beaucoup d'autres quartiers d'affaires, la Défense s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la capitale française. Du Louvre, Palais des Rois, à l'Arc de Triomphe, monument de guerre et de l'Empire, l'axe historique permet à la Défense de se placer comme l'aboutissement actuel de l'histoire française. Le quartier reflète la réussite économique du pays, tout en proposant une ligne d'horizon unique au monde, rappelant par sa symétrie la culture paysagère de la France. Construit en plein centre-ville de Kinshasa, entre le palais de justice et le ministère des Affaires étrangères à Gombe, le centre financier de Kinshasa est une nouvelle architecture qui vient de donner une valeur ajoutée à la beauté de la capitale congolaise. Mais quand nous l'avons vu ici chez nous au Congo, nous sommes vraiment très contents. Pour la toute première fois que j'ai vu ce genre des immeubles ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Gombe. La fois dernière, j'avais mis une petite vidéo sur les réseaux sociaux et mon ami m'a souhaité un bon voyage, croyant que je suis en Dubaï, mais je suis à Kinshasa. Bâti sur une superficie de 450 mètres sur 40, le centre financier de Kinshasa est composé de 4 tours de 21 niveaux, un palais de congrès, un auditorium et un hôtel 5 étoiles. Financé par un coût total de 290 millions d'euros, les bâtiments abritant ces grands complexes vont également abriter les ministères des Finances et des Budgets ainsi que plusieurs autres bureaux. Nous sommes très heureux de cette architecture qui fait la beauté de la capitale congolaise. Ceci témoigne à suffisance que si on commençait à construire ça et là, la ville sera encore très belle et très fréquentable. Sur ce, je voulais demander aussi, comme nous sommes là, nous sommes venus aussi chercher de l'emploi. Il y a des gens, nous sommes si nombreux, nous n'avons pas de l'emploi, mais avec ce genre déjà des immeubles, je sais que petit à petit, nous aurons des emplois. Un résultat issu de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Turquie après la signature d'un protocole d'accord entre le président Félix Tshisekedi et Erdogan lors du séjour du président turc à Kinshasa il y a plus d'une année. Au-delà d'être un espace administratif, le centre financier de Kinshasa a également un aspect touristique qui attire déjà plusieurs Kinois à se photographier et prendre les vidéos pour vendre positivement l'image du pays. L'industrie financière a toujours été utile, vous avez vu sur le reportage. Sans les centres financiers, l'économie mondiale va essayer de ne pas être attractive. Mais pour nous, la chaîne SAG Investissement, lorsque vous croisez cette émission, n'hésitez pas de liker. Et celui qui présente cette émission, c'est l'entrepreneur Mathieu Takizala. À la prochaine émission.